Bienvenue à ce programme. Nous sommes fidèles de vous savoir encore une fois nombreux pour suivre ce programme et merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Je reçois pour vous ce soir Monsieur Chilombo Sand Toussaint, qui est professeur d'université. Excellence, bienvenue dans cette émission. Merci madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va bien, ça va très bien. Alors je disais, vous êtes professeur d'université, vous appartenez à l'UNIKIN, mais vous visitez aussi l'UPC, l'UEC, l'ISAM et l'FOPJ, c'est ça? Oui, effectivement. FOPJ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Ah, l'FOPJ, c'est l'école de formation des officiers de la police judiciaire. Oui. Donc, ça appartient à la police nationale congolaise. Ça fait partie du ministère de l'Intérieur, décentralisation et sécurité. C'est une institution qui forme les officiers non seulement de la police judiciaire, mais tous ceux qui sont assermentés en tant qu'OPJ. Et elle se trouve au niveau de la commune de Barumbu, sur non loin du croisement des avenues Kabambar et Ex-Flambeau. C'est là où se trouve cette institution prestigieuse de la police nationale congolaise. Ah, très bien. Alors, vous êtes aussi ministre honoraire de l'information, médias et communication. Oui. Vous avez fait combien de temps à peu près? 9 mois. J'ai fait 9 mois comme ministre de l'information, porte-parole du gouvernement. Oui. Quel état de lieu vous faites de la presse actuellement? Écoutez, madame, l'état de lieu de la presse aujourd'hui, je peux vous dire que nous allons de performance en performance, mais ce que moi je déplore est qu'il existe encore des canards boiteux, il existe encore des moutons noirs, il y a encore un manque de professionnalisme et aussi des personnes qui, par émotion ou sensation, jettent encore l'opprobre sur cette noble profession qui est la presse. Et je pourrais vous dire que je suis parti avec un sentiment de regret et d'échec parce que j'avais souhaité à mon époque obtenir de vos patrons, des responsables des chaînes, des contrats de travail, chose qui n'a pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Bon, voilà, c'est ce que je peux dire. Mais je peux vous dire que j'admire beaucoup le courage de vous, hommes et femmes des médias, qui nous informaient, qui prenaient les risques avec les moyens qui sont minimes, mais vous arrivez quand même à tenir informée la population, c'est ce qui est intéressant. Voilà, vous êtes également au cadre du PPRD, vous êtes chargé de mobilisation et propagande. Oui. Quand on entend le mot propagande, on pense à Mobutu. Mais écoutez... Qu'est-ce que vous faites en parlant de propagande précisément? Mais lorsque vous voyez tout ce qui est l'image extérieure du PPRD, donc je suis dans le comité exécutif national qui dirige le secrétaire général, le professeur honorable Évariste Bochab, et moi je m'occupe de mettre en place tout ce qui est stratégie de campagne, de la sensibilisation, de la mobilisation, de porter les messages du PPRD, voire même lorsque vous voyez dans des manifestations nos couleurs arborées, tout ça fait partie de la mobilisation. Donc c'est ça, mais à ne pas confondre avec la communication, parce que la communication du PPRD, c'est mon collègue, le professeur Émile Bongeli, qui s'en occupe. Mais voilà, alors parlant de la mobilisation et du propagande, est-ce que vous pensez encore que on peut parler de PPRD? Il y a un slogan à l'époque, on disait pas une parcelle. Pas une parcelle sans le PPRD. C'était une vraie mobilisation, mais aujourd'hui on en parle de moins en moins. Le PPRD est en perte de vitesse. Mais je ne sais pas sur base de quoi on peut dire que le PPRD est en perte de vitesse. Non. Je crois qu'il ne faut pas seulement voir l'activité du parti pendant la période électorale. Les partis vivent, les partis continuent. Il faut savoir, madame, que nous avons vu le jour en 2002 et nous continuons encore jusqu'à aujourd'hui. Même lorsque vous arrivez à l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, vous trouverez que le PPRD, en termes de représentants, est le parti qui vient en tête au sein de la majorité présidentielle. Donc, les activités du parti continuent. Nous sommes en train de faire le travail des fonds, le travail des fourmis, et il n'est pas nécessaire à ce que nous puissions en tout moment brandir cela au grand public. Mais lorsque vous demandez à ce que nous puissions faire la mobilisation, il suffit que le secrétaire général du PPRD puisse donner un mot d'ordre, et dans l'heure qui suit, vous verrez que les militants sont là. Nous, au moins, nous pouvons revendiquer nos militants. On peut dire que le parti se porte bien? Les partis se portent bien, madame. Les partis se portent bien, mais je peux vous dire que comme toute institution, le petit problème ne manque pas, mais dans l'ensemble, les partis se portent bien. D'accord. On va vraiment parler du parti aujourd'hui. Pas de problème. Vous êtes aussi PCA, donc président du conseil d'administration de la CEP. Oui, CEP Congo. CEP Congo. Oui. C'est la Société des entreprises pétrolières du Congo, donc qui est spécialisée dans la logistique et dans l'entreposage des hydrocarbures
et aussi dans la distribution. Donc lorsque nos sociétés commerciales qui sont nos actionnaires donnent des instructions, nous faisons de sorte à ce qu'on ne puisse pas avoir une rupture en termes d'hydrocarbures dans la République. D'accord. D'accord, très bien. Alors, on va rentrer tout de suite dans l'actualité. On va vraiment prendre à chaud les réactions. Vous allez réagir à chaud sur les propos de Bissimois, qui est le chef rebelle de l'ex-M23, qui vient de dénoncer ce matin l'exécution de 10 personnes, donc 10 prisonniers de guerre qui devraient en principe bénéficier de l'amnistie. Et il les a cités même nommément, qu'ils ont été exécutés au cours de 2 mois. Quelle est votre réaction au niveau du PPRD, parti présidentiel? Madame, je crois que la déclaration de M. Bissimois ne peut l'engager que lui-même, puisqu'il a fait, si je ne m'abuse, sur RFI. Et je souhaiterais à ce que cette déclaration soit prise au conditionnel, parce que nous, au PPRD, on ne se prononce pas sur les sensationnels et sur les motifs. Donc, lorsque nous aurons cerné la question et que cela s'avérait vrai, nous allons prendre une position. Mais pour le moment, je souhaiterais à ce que ce soit mis dans le compte du conditionnel, parce que nous n'avons pas de preuves par rapport aux allégations de ces messieurs. Et je doute fort que M. Bissimois, dans la qualité qui est la sienne, puisse continuer à se faire appeler chef rebelle, puisque le mouvement MV3 s'était autodissous. Donc c'était autodissous, alors je ne vois pas pourquoi il peut continuer à s'appeler rebelle, puisque cette rébellion n'existe plus. Du moins, à ma connaissance, elle n'existe plus. Oui, mais vous prenez en réserve ces propos, alors qu'il va jusqu'à citer nommément ces personnes. Est-ce que vous êtes prêt à faire voir à la face du monde que ces personnes existent bel et bien? Est-ce qu'on peut dire aussi par là que l'amnistie c'est une sorte de leurre? Non, madame, je doute fort que la représentation nationale ait voté une loi sur l'amnistie et que ça puisse être un leurre. Non, pas du tout. Et s'il a cité nommément ces personnes, c'est ce que je vous dis, madame, il faudra que nous puissions prendre cela au conditionnel, après vérification, parce que nous avons une justice qui va mener ces enquêtes de telle sorte à ce qu'on puisse prouver si les allégations de M. Bissimois sont vraies, sont fausses, ou c'est quelque chose qui lui est passé par la tête. Donc je ne voudrais pas lui faire un procès d'intention, raison pour laquelle j'ai dit que je préfère à ce que nous puissions nous réserver d'abord et que les enquêtes, si la justice est saisie, pourront nous prouver si vrai ou faux ce qu'il a dit. Donc ce n'est pas sur un plateau de télévision que je vais affirmer ou infirmer du coup comme ça. Non, je souhaite à ce que ce soit pris au conditionnel et que l'on puisse avoir un peu de réserve sur cela. Parce qu'à ma connaissance, la condamnation à mort dans notre République a été un tout petit peu stoppée et vous verrez que pendant longtemps, nous n'avons plus de condamnation à mort et je serais surpris qu'il n'y a que ces gens-là qui soient condamnés à mort et exécutés. Et voilà la raison pour laquelle je demande à ce que nous puissions être prudents et réservés quant à cette information. Comment vous voyez cette manœuvre? C'est une forme de remise sur scène en ce qui concerne les ex-M23? Mais vous savez, madame, il y a toujours plusieurs façons d'attirer l'attention sur soi ou vers soi. Donc, lorsqu'on sent qu'on n'existe plus politiquement, on cherche toujours à attirer l'attention sur soi. Bon, le monsieur a dit... Ce n'est pas un signal fort. Un signal fort par rapport à quoi? Ouais, par rapport à quoi? On est là, on existe. Oui, mais écoutez, je crois que les institutions de la République ont pris en main la situation de l'ex-mouvement rebelle M23 et je crois que les autres doivent prendre leur mal en patience de telle sorte à ce qu'on arrive jusqu'à la fin du processus et ceux qui se reconnaissent comme étant congolais ont été réadmis dans la société congolaise. Ceux qui doivent être poursuivis par la justice le seront. Ceux qui bénéficient de l'amnistie vont bénéficier de cette amnistie. Le problème, c'est que nous voulons toujours tout et tout de suite. C'est ce qui est désolant. Donc, si c'est une façon de faire signe et dire que j'existe, nous comprenons le message, mais il ne faudrait pas non plus à ce qu'on puisse entraîner toute une république dans la boue parce qu'on a fait des déclarations qui cherchent à attirer l'attention sur soi. Voilà pourquoi, madame, je reviens encore à dire que cette information doit être prise avec réserve et que cela soit mis au conditionnel. Mais voilà, il y a un moment donné, vous avez crié vous avez dit que les partis de l'opposition sont en train de vous prêter des intentions quant à la révision constitutionnelle. Vous saviez bien que la Constitution elle-même a prévu des mécanismes de sa révision. Alors pourquoi
quand les autres ont su que vous vouliez réviser cette constitution, vous étiez en train de crier au scandale? Non, madame, je doute fort que la majorité présidentielle ou le PPRD a crié au scandale. C'est la manière dont nos autres compatriotes de l'opposition ont voulu présenter l'affaire. C'est comme si on était en train de concocter quelque chose de secret, de privé, qui puisse porter atteinte à la population et à la nation. Et c'était la mauvaise manière dont ils ont présenté la chose. Mais ici, madame, ramenons-nous à 2005. On peut dire comme ça qu'il y a des fuites dans vos réunions. Ramenons-nous à 2005. L'opposition a su que vous projectez la révision constitutionnelle. On peut dire comme ça qu'il y a des fuites. Mais madame, je crois que lorsque vous regardez bien dans ce qui est l'opposition aujourd'hui, la plupart, ce sont des réfractaires qui ont quitté les partis de la majorité présidentielle et qui sont partis, je ne sais pas si par conviction ou par sentiment, ou par amateurisme, ou par aventure, ils sont partis se retrouver dans ce qu'on appelle aujourd'hui les partis de l'opposition. Ça, c'est le problème. Ce qui explique qu'ils partent un peu avec ce qu'ils savent de la majorité présidentielle pour se constituer. On va dire par là que cela a déjà été concocté depuis plusieurs années. Non, c'est pas ce que je voulais dire, madame. Ramenons-nous à 2005, lorsque cette constitution a été mise en place après la commission constitutionnelle de Kisangani. Mais il y a eu des voix qui se sont élevées, les voix de l'opposition, la vraie opposition. Il y a des voix qui se sont élevées pour dire que cette constitution devait être révisée. Il y a certains articles qui prêtent à confusion. Mais aujourd'hui, la majorité présidentielle n'a fait que saisir ce que elle-même l'opposition réclamait dès le départ avant que l'on puisse passer au référendum. Et nous voulons maintenant réviser ce que elle-même l'opposition avait dénoncé, et ça pose un problème, quitte à savoir maintenant qu'est-ce qu'on veut. On veut une chose et son contraire, c'est ce qui est désolant. Mais aussi, une constitution, madame, c'est un texte écrit, un recueil qu'on retrouve avec des articles, avec des chapitres, avec des alinéas, et qui prévoit les mécanismes de sa révision. Je ne vois même pas pourquoi cela peut poser problème. Pourquoi vous tenez absolument à la réviser en ce moment-ci? Ceux de l'autre côté, de l'opposition, de la société civile, la communauté internationale, ne veulent pas de cette révision constitutionnelle. Pourquoi vous voulez faire du forcing aux conséquences incalculables? Madame, je doute fort qu'il y ait un forcing qu'on veut faire, et je doute fort que c'est la communauté internationale qui va décider au nom du peuple congolais. Je doute fort que c'est une franche... Je ne parle pas seulement de la communauté internationale, je vous parle aussi de la société civile. Mais j'arrive. Je vous parle de l'Église catholique, qui se constitue en un lobbying important. Oui. Et aussi, je vous parle de société civile, l'opposition, la SENCO et aussi... Ah oui, et madame, merci beaucoup. Lorsque vous dites la SENCO, donc vous faites une différence entre la SENCO et l'Église catholique, parce qu'il ne faut pas confondre la SENCO et l'Église catholique. Je suis moi-même chrétien catholique, donc je doute fort que j'ai donné mandat à un prince de l'Église pour qu'il puisse... Non, pas du tout. Pas du tout. Dans l'entièreté moi, je maintiens, du Congo. Non, madame, moi je maintiens mon point de vue. Oui. Les princes de l'Église, nos pères évêques, en tant que citoyens congolais, ont les droits, en tant que citoyens congolais, de se prononcer sur les affaires de la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas que l'on puisse prêter une confusion, dire qu'il y a un conflit entre l'État et l'Église. Non, cela n'existe pas. Ça a été à l'époque de la Deuxième République. On a vu ce qui s'était passé entre feu le maréchal Mobutu et feu le cardinal Malula. Mais ce n'est pas les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y a une partie de princes de l'Église qui se retrouvent dans une association, un syndicat, une corporation qu'on appelle SENCO, qui a dénoncé ou qui s'érige, je ne sais pas, en parti politique ou je ne sais pas quoi, qui dit, mais cela n'engage pas l'Église catholique. Non, il faut faire très attention, madame, parce que cette confusion, cet amalgame peut nous amener à une situation que beaucoup de gens ne comprendront pas. Non, mais en tant que citoyen congolais, un évêque d'un coin comme d'un autre a le droit de se prononcer. En ce qui concerne la société civile ou l'opposition, madame, souvent nous entendons les gens dire « je parle au nom de la population ». Quelle population? Est-ce que cette population les a mandatés? Et aujourd'hui, prenons un exemple simple, madame. Il était prévu
il est prévu dans les articles de la Constitution que la République démocratique du Congo a 26 provinces, donc 25 plus la ville-province de Kinshasa. Ça, et que cela devait être actif. Mais le problème, la 3 question ans est après. celle-ci. Oui. Pourquoi cette révision constitutionnelle doit être effective en cette période? Madame, pourquoi, la mission... pendant la période où les élections doivent s'organiser, pourquoi ne pas organiser d'abord les élections? Non. Et non. à la prochaine mandature, on va pouvoir mettre les mécanismes en place pour réviser cette constitution. Les élections actuelles, c'est la suite d'un processus. Parce que nous sommes partis des élections présidentielles, les élections législatives, et nous devons aboutir à des élections des entités décentralisées, donc les territoires, les villes, les communes. N'est-ce pas, madame? Donc, ça, c'est un processus qui est en cours. Mais lorsque vous avez une mission, un gouvernement, un État, un régime, doit aussi procéder à des transformations profondes de la société. Il ne faudrait pas qu'on attende la dernière minute pour que l'on puisse prendre l'initiative de faire quoi que ce soit. En ce moment-là, ça sera taxé que c'est en fonction des échéances futures qu'on va faire ceci ou qu'on va faire cela. Non, pas du tout. Je doute fort que pendant cette période où le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour apporter tant soit peu un soulagement à la situation de la population congolaise, et qu'elle doit faire des transformations profondes qui vont donner des orientations pour notre pays pour des décennies et des décennies, que l'on puisse lui prêter des intentions. Ce n'est pas en ce moment ici que la majorité présidentielle est en train de consolider la démocratie chèrement acquise. Madame, vous comme moi, nous savons dans quel processus on s'est engagé, commençant par Harare, en passant par Sun City, en passant à droite et à gauche, de telle sorte à ce que nous puissions trouver la calmie, la paix que nous avons aujourd'hui, que nous puissions consolider notre démocratie et nous ne puissions pas les renforcer avec les transformations profondes au sein de la société. Pas du tout. C'est ce qui fait que nous allons par étapes, de telle sorte à ce que nous puissions consolider la démocratie chèrement acquise. Aujourd'hui, madame, lorsque vous entendez ce qui se passe dans d'autres pays, voyez un peu ce qui se passe en Libye aujourd'hui, voyez ce qui se passe en Irak aujourd'hui, voyez les tourments qu'il y a parce qu'on n'a pas su capitaliser certaines choses. Vous ne craignez pas que cette révision constitutionnelle puisse aboutir à ces conséquences incalculables? Non, madame. Je crois que lorsque les choses sont bien menées, lorsque les choses sont bien expliquées, lorsqu'il y a une bonne sensibilisation, lorsque le peuple congolais se sent dans son droit de pouvoir amener des changements pour son pays, cela ne va poser aucun problème. Ce sont ceux qui ont le spectre de la désolation, ceux qui veulent créer l'amalgame, ceux qui veulent chercher de la petite bête là où elle n'existe pas, ceux qui distillent dans leur discours, dans leur message, la haine, le tribalisme, la xénophobie, les insultes. Ce sont ceux-là qui vont porter la responsabilité de l'histoire si ils arrivaient à chercher à ce que ce peuple puisse se soulever. Non, ce n'est pas l'objectif de la majorité présidentielle, ce n'est pas l'objectif du gouvernement, ce n'est pas l'objectif du PPRD qui est mon parti. Nous voulons tout juste accompagner la mutation de la société et l'adapter aux réalités telles que ces réalités se présentent. Le monde est en train d'évoluer, la République démocratique du Congo doit aussi s'adapter à cette évolution. D'accord. Alors parlons de 2016, le secrétaire général Obaminaku, qui est également aussi le président de l'Assemblée nationale, il avait déclaré il y a quelques mois aux ondes de la RFI, la Radio France Internationale, que les chantres, je cite, les chantres de la violence seront déçus. Et d'autre part, Mende qui dit, notre ministre de l'Information, qui dit qu'il y aura un passage de flambeau civilisé avec un autre président entrant en 2016. Alors, vous ne voyez pas que vous êtes en train, en même temps, actuellement, de souffler et au chaud et au froid en même temps? Madame, comment considérez-vous ces propos-là? Madame, je crois que nous sommes à mi-mandat de l'élection présidentielle qui va se pointer quand cela va se pointer. Il y a même d'autres qui disent que vous êtes en train de distraire l'opinion. Et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi le peuple congolais va être distrait au lieu de s'occuper à ses occupations habituelles
au lieu de réfléchir en termes de développement du pays, au lieu de réfléchir en termes de consolidation de la démocratie, au lieu de réfléchir à la consolidation de la paix, que nous puissions commencer à parler des échéances futures pendant que nous sommes dans le mi-mandat. Nous sommes encore à mi-parcours. Au moment où nous allons nous approcher de la date de 2016, ou lorsque nous allons arriver vers fin mandat, en ce moment-là, tous les partis politiques, toutes les stratégies seront mises en place, elles seront connues. Madame, rien ne sera caché. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, il ne faut pas que les gens s'agitent. Il ne faut pas qu'on puisse brandir le spectre de la peur et que l'on puisse mettre dans la tête du Congolais ce qui n'existe pas. Et si le peuple congolais décidait autrement, madame, qu'est-ce qu'ils diront, ceux qui sont tentés de brandir ce spectre-là? Si le peuple congolais, vous savez, vers les années 1930, le peuple américain... Et s'il ne répond pas à vos attentes? Si le peuple... Mais vous savez, c'est ce qui est très intéressant, puisque le souverain primaire du pouvoir, le souverain primaire de la glorification, le souverain primaire de l'effectivité de ce que tous appellent la souveraineté, c'est le peuple. Donc, si ce peuple-là les dénonce, il les dénoncera au moment venu. Mais si pour le moment, il ne se prononce pas, pourquoi veut-on lui mettre ça dans la bouche? Pourquoi veut-on parler à sa place? Pourquoi veut-on mimer et faire croire que c'est ce que le peuple veut? Non. Allez aujourd'hui, Madame Aboukanga Lonzo, allez demander à ces gens-là, nous voulons parler des élections, ils vont vous donner une réponse. Allez aujourd'hui demander à ceux qui sont à Luangue, qui depuis des siècles et des siècles n'ont jamais vu la réalisation qui est là, ils vont vous donner une réponse. Allez dire à ceux qui sont à des endroits où on est en train de matérialiser la vision du chef de l'État, les promesses que les candidats Kabila avait données. Je crois par une autre personne, il n'a pas le monopole, vous êtes bien d'accord avec moi? Alors en ce moment-là, madame, que les choses attendent leur moment. Je ne vois pas pourquoi nous allons nous disputer les temps pendant que le temps est en train de courir. Donc, que tout le monde puisse s'apaiser, de telle sorte à ce que nous puissions d'abord tous focaliser notre attention sur la reconstruction de la République, sur la modernisation, que nous puissions réfléchir comment est-ce que nos enfants doivent aller à l'école, que nous puissions réfléchir comment est-ce que nous devons nous soigner, que nous puissions réfléchir à la politique de l'emploi, parce que les jeunes universitaires qui sortent de formations ou ceux qui sortent de formations professionnelles doivent quand même trouver un emploi. Ce sont là les problèmes majeurs. Et il faudrait qu'au moment où nous sommes en train de parler, vu ce qui se passe à droite et à gauche, particulièrement avec le virus Ebola, dont nous avons connu, nous avons une expérience, que nous puissions partager notre expérience avec les autres peuples qui sont atteints par cette maladie-là. Je crois que ce sont les priorités actuelles. Mais lorsqu'il faut distraire toute une population avec ce genre de choses, madame, je crois que le moment n'est pas encore venu. On parlera des élections présidentielles lorsque le moment des élections présidentielles arrivera. Pourquoi nous devons mettre la charrue devant le bœuf? On ne peut pas s'empêcher, on continue toujours à parler, mais c'est tout à fait normal. Et une certaine opinion pense d'ailleurs que l'AMP et le PPRD en tête cherche par tout le moyen pour pouvoir déverrouiller le célèbre article 220. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous voulez faire de Joseph Kabila président à vie, comme c'en était le cas avec le maréchal Mobutu? Madame, vous avez donné l'exemple du maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu a été président à vie? Vous êtes sûr que le maréchal Mobutu est mort en tant que président de la République? Alors, c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on confonde les choses. Non. Nous sommes en 2014, nous ne sommes plus en 1965. Aujourd'hui, les problèmes majeurs, c'est la reconstruction du pays. Les problèmes majeurs, c'est le développement de la République démocratique du Congo. Voyez un peu comment nous allons de succès en succès sur le plan diplomatique, sur le plan international, même sur le plan interne. La cohésion retrouvée. On vous accuse de vouloir faire toutes ces manœuvres pour vouloir déverrouiller le célèbre article 220. Je crois que nous, au sein de la majorité présidentielle, nous devons accepter de recevoir des coups pareils, parce qu'on ne peut jeter des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits mûrs. C'est tout à fait normal. Avec l'expérience que nous avons eue de propos de cadres de l'AMP ou de la majorité présidentielle, vous avez fait des promesses que vous ne toucherez pas, vous ne réviserez pas la Constitution quand vous prêtez des intentions. Maintenant, c'est le cas, vous cherchez à réviser la Constitution. Madame, et aujourd'hui, vous refusez, vous dites que vous n'allez pas toucher à cet article 20. Et alors, si on constate que cet article 20 est verrouillé dans le jour ou dans les semaines ou les mois qui suivent
après le référendum. Mais madame, alors la question que je me pose, de la classe politique congolaise. La question que je me pose, l'agitation qu'il y a tout autour de la question de la révision constitutionnelle, c'est uniquement pour un seul article. Donc la Constitution de la République démocratique du Congo se résume ou se ramène à un seul article. Mais non, soyons sérieux, soyons responsables quand même. Pourquoi on peut tomber si bas et ramener toute une discussion, agiter tout un pays, agiter toute une nation à cause d'un article? Et aussi, madame, si j'arrive, vous m'avez posé la question, allez-y. Qu'est-ce qui empêche si demain les circonstances voudraient que cet article soit révisé? Qu'est-ce qui empêche? Où est le problème? Si les circonstances veulent que cet article soit remanié, où se pose le problème? Voilà la raison pour laquelle nous avons suivi l'émissaire la semaine dernière. Il a tenu son point de presse, l'émissaire parti social pour le renouveau. Oui, la deuxième partie de la majorité présidentielle. C'est notre parti de la majorité présidentielle. Oui, non, il a tenu un point de presse qui s'est réservé quant à cette révision constitutionnelle. Madame Wawina. Quelle est votre réaction? Parce qu'il y a déjà, on sent déjà que tout le monde n'est pas d'accord au sein de la partie de la majorité présidentielle. Notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Chacun est libre d'exprimer son opinion. Chacun est libre de donner son avis. J'ose croire qu'au sein des instances supérieures de la majorité présidentielle, le MCR a sa place et va poser son problème. J'ose croire avoir entendu celui qui a fait la lecture de la déclaration du MCR dire que ce n'était pas de cette manière-là, ça devait d'abord être discuté dans les bureaux politiques de la majorité présidentielle. Le MCR n'a pas dit qu'il était contre la révision constitutionnelle, pas du tout. Non, madame, il ne faut pas, non, il ne faut pas qu'on puisse interpréter mal ce que le MCR a dit. Malheureusement, je ne suis pas porte-parole du MCR. Aujourd'hui, c'est le MCR. Demain, ça peut être un autre parti de la majorité. Je ne suis pas habilité. Qui donnera savoir quant à cela. Non, je ne suis pas habilité à parler du MCR, puisque c'est un parti frère, c'est un parti ami qui est avec nous dans la majorité présidentielle, mais il ne faudrait pas qu'on puisse mettre dans la bouche du MCR ce qu'il n'a pas dit. Non. L'MCR ne s'est pas prononcé sur la révision constitutionnelle. Il a dit que ça devait... Voilà. Donc il faut remettre les choses dans son cadre. S'il ne l'a pas fait, donc... Non. Madame, ce n'est ni vous ni moi sur un plateau de télévision qui allons mettre des mots dans la bouche du MCR. Non. L'MCR, c'est un parti responsable, il a suffisamment de députés, vous avez même donné sa position au sein de la majorité présidentielle. Au sein de l'AMP pour pouvoir annoncer Madame, cette chaque semaine, il y a toujours une réunion du bureau politique de la majorité présidentielle que préside l'honorable président Aubin Menakou, vous l'avez cité, qui est président de l'Assemblée nationale, et c'est là où se fixent les stratégies de la majorité présidentielle. Et je crois qu'on nous laisse régler notre problème au sein de la majorité présidentielle. Ce n'est pas un problème que nous allons mettre au grand public, parce que nous allons nous convenir de quelle manière cela va se traiter. Et je peux vous rassurer, madame, ceux qui pensent prêter confusion au sein de la majorité présidentielle sont tentés de se tromper. Je prends l'engagement aujourd'hui devant vous, qui sont tentés de se tromper. La majorité présidentielle va rester unie, elle sera solide et il y aura cette cohésion au sein d'elle. Ce qui explique qu'il peut y avoir quelques états d'esprit, mais ça va rester entre nous dans la majorité présidentielle. Et je vous dis, l'MCR s'est prononcé, c'est son droit. Madame, mais commençons par reconnaître que les autres ont aussi le droit de s'exprimer. Nous, au PPRD, nous avons dit oui, nous voulons la révision constitutionnelle. L'MCR donne une position, mais il n'a pas dit qu'il était contre. Donc, il ne faut pas qu'on place les mots à la place du MCR. Pas du tout. Il n'y aura pas de confusion. Et la majorité présidentielle reste unie et c'est un bloc uniforme. Voilà, on attend une autre voix d'un parti de la majorité présidentielle. Mais tout parti a le droit de se prononcer, madame. On ne ferme pas la porte. Mais vous ne donnez pas un mot d'ordre.
Qui, nous, le PPRD, donner un mot d'ordre? Au sein de la majorité présidentielle, il n'y a pas un mot d'ordre que tout le monde doit suivre. Est-ce qu'il faut passer dans les médias pour dire que, en ce qui concerne la question de la révision constitutionnelle, on devait consulter les gens personnellement, individuellement? Non, madame. On sent là qu'il y a un déficit d'organisation. Madame, au sein de la majorité présidentielle, il y a des structures. Il y a d'abord un bureau politique. Et tous les responsables des partis de la majorité présidentielle siègent dans ces bureaux politiques. C'est ça l'organe habilité à donner une directive. Moi, je ne suis qu'au cadre du PPRD. Je ne siège pas au bureau politique de la majorité présidentielle. Donc, je ne peux pas m'attarder sur un plateau de télévision, parler au nom de la majorité présidentielle. Je n'ai pas reçu mandat pour. Même lorsque vous m'avez invité, je parle en tant que citoyen congolais, puisque Biwan et vous-même, vous m'avez gentiment invité. Je ne peux pas venir ici dire que je donne le point de vue du PPRD, puisque celui qui est habilité à donner le point de vue du PPRD, c'est mon secrétaire général ou alors le secrétaire national en charge de la communication, qui est le professeur Émile Bongeli. Mais en tant que citoyen congolais, j'ai le droit de me prononcer, j'ai le droit de donner une position qui est la mienne et qui est dans la vision, dans la directive de mon parti. Donc, ici, je ne suis pas porte-parole de la majorité présidentielle, puisqu'on connaît son porte-parole. Je ne suis pas au bureau politique de la majorité présidentielle, donc je ne peux pas prendre l'engagement. On peut par là que vous déclinez les responsabilités? Je ne décline pas, parce que je ne fais pas partie. Madame, vérifiez, les textes sont là. Vous ne verrez à aucun endroit où vous retrouvez le nom de Toussaint Chilombo, membre du bureau politique de la majorité présidentielle. Non, c'est mon secrétaire général et mon secrétaire général adjoint qui siègent dans le bureau politique. Moi, je suis au PPRD. Mais je fais partie de la grande famille majorité présidentielle. Donc les choses doivent rester. Nous sommes disciplinés et nous devons rester cohérents. Parce que si aujourd'hui, moi je commence à prendre la parole. Quand les MSR donnent le savoir, madame, ne sont pas la discipline. Je ne suis pas venu pour juger les autres. C'est pas la première fois que les MSR donnent de la pas du tout, madame. Alors on va parler de Tshisekedi. Je ne vais pas porter jugement sur l'agissement des autres. Ils sont suffisamment responsables et lorsqu'il faudrait tirer les conséquences, ils vont tirer ces conséquences. Ce n'est pas à moi de donner une leçon à un parti politique aussi important que l'MCR. Non, pas du tout. Là, on risque de croire qu'il y a un problème entre mon parti, le PPRD, et l'MCR. Pas du tout. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème et il y a la cohésion au sein de la majorité présidentielle. Okay. Ça, je vous l'affirme. Ok, on va parler de Tshisekedi, vous voulez bien? Qui a été transmis à bord d'un avion médical à Bruxelles. Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle au sein du PPRD? On ne va pas parler de la majorité, puisque... Madame, je doute fort. Oui. Je doute fort que le PPRD est un parti ennemi à M. Etienne Tshisekedi. Pas du tout. Ce monsieur représente beaucoup pour notre pays. M. Etienne Tshisekedi est un maître dans l'histoire du processus démocratique de notre pays et le PPRD les respecte en tant qu'individu. Aujourd'hui, voyons l'homme, c'est sa santé qui est en jeu. Nous n'allons pas ici nous mettre à nous opposer sur le plan politique lorsque la vie d'un homme est en danger. Non, nous les respectons et nous prions notre Dieu et nos ancêtres qu'ils puissent revenir au pays bien portant et qu'ils puissent continuer à animer et agrémenter la vie politique. Parce que la vie politique de la République démocratique du Congo a un acteur majeur aussi que Etienne Tshisekedi. Donc je crois que nous devons faire la part des choses. Aujourd'hui, il est souffrant. Tout le peuple congolais ont tenté d'élever leurs prières pour que ces messieurs soient bien portants. Et monsieur Etienne Tshisekedi, qui est un des pères de la démocratie actuelle de la République démocratique du Congo, nous revient au pays bien portant. Mais voilà. Quant à ce qui est nos oppositions sur le plan idéologique, sur le plan politique, ça c'est autre chose. Donc lorsqu'on parle de l'individu, nous devons dire respect à ces messieurs. D'accord. Ça je vous l'ai dit, chez nous au PPRD, vous ne trouverez personne, en commençant par l'initiateur de notre parti, qui est le camarade Joseph Kabila Kabange, jusqu'au simple militant de la cellule de base, personne ne vous dira le contraire. Je crois que, comme tout Congolais, nos regards sont fixés vers la Belgique, où il est hospitalisé pour le moment, et nous espérons que les soins qu'on va lui apporter feront qu'il puisse revenir au pays pour partager toujours avec nous l'expérience qui est la sienne, parce que c'est un acteur majeur de la vie politique congolaise. Bon, en vous entendant parler de Tshisekedi, l'adage qui dit qu'il n'y a pas d'ennemis jurés en politique, ni des amis
intime en politique, il faut toujours... seuls les intérêts qui priment. En politique, il faut toujours faire attention. En politique, il faut toujours faire attention puisque les alliances se font et se défont. D'ailleurs, le parti de M. Etienne Tshisekedi et le PPRD, nous sommes tous membres de l'Internationale socialiste. Même si, sur le plan idéologique ici, nous nous opposons, mais nous faisons tous partie de l'Internationale socialiste. Ce qui explique qu'en politique, on ne sait jamais. Et je doute fort que M. Etienne Tshisekedi est ennemi de qui que ce soit dans la classe politique congolaise, que ce soit dans l'opposition, dans la majorité ou dans la société civile. Il n'est pas ennemi. On a souvent tendance... Ni juré, ni Madame, on a tendance à confondre l'adversaire politique et l'ennemi. Non. Nous sommes des adversaires sur le plan politique. Nous sommes des adversaires sur le plan de la vision et de la conception des affaires de l'État. Mais nous ne sommes pas des ennemis en tant qu'individus. Pas du tout. Moi, ça ne me gênerait pas du tout si M. Tshisekedi venait demain et que j'ai demandé l'autorisation à mon secrétaire général d'aller lui rendre visite pour prendre son état de santé. Ça ne me dérangerait pas du tout. Nous avons assisté il n'y a pas longtemps. Son Excellence, M. l'ambassadeur Mugalou, le chef de la maison civile du chef de l'État, est parti rendre visite à M. Etienne Tshisekedi. Où est le mal? Et M. Tshisekedi n'est pas un Congolais? Il était allé en tant que pasteur. Mais il n'est pas Congolais? D'abord, il est parti à son étiquette mais je pose de pasteur, la question. donc rien à voir avec le PPRD. Alors, mais rien à voir avec le PPRD. Je réaffirme, madame, M. Etienne Tshisekedi n'est pas l'ennemi du PPRD et le PPRD n'est pas l'ennemi de M. Etienne Tshisekedi. D'accord. Aujourd'hui, c'est un compatriote qui est souffrant, raison pour laquelle tous les Congolais ont le regard tourné vers la Belgique et je suis sûr que même ceux qui ne font pas de la politique politicienne sont en train de chercher à connaître l'état de ce monsieur. Donc, il faudra que nous puissions faire la part des choses. Quant à l'adversité politique, madame, ça c'est autre chose. Ça c'est un problème entre l'UDPS et le PPRD. Ça, ce sont les partis politiques. Mais en ce qui concerne M. Etienne Tshisekedi, c'est autre chose. Là, nous devons vraiment mettre le point sur les i à ce qui concerne cette situation. Ok. On dit aussi en politique qu'il n'y a pas de morale en politique. Vous êtes professeur. Qui a dit ça? Il y a un adage, je suis professeur de sciences politiques. En politique, il n'y a pas de morale. Soutenez-vous cette thèse? Non. Et pourquoi? Madame, je vous dis non. En politique, il y a une éthique et une déontologie. Il y a des codes à respecter. Lorsqu'on a une conviction, lorsqu'on a une discipline, lorsqu'on a un respect, on suit cela. Celui qui dit qu'il n'y a pas de morale en politique, c'est faux, madame. Raison pour laquelle il y a les déviations, raison pour laquelle sur la place publique, on peut facilement se permettre d'insulter les chefs de l'État, raison pour laquelle sur la place publique, on peut facilement exprimer des opinions xénophobes. Mais attention, madame, il y a une morale en politique. C'est ceux qui ne connaissent pas la politique. Vous revenez sur la xénophobie, vous faites allusion à... Madame, je ne suis pas venu ici pour citer les noms des gens, c'est pour vous dire qu'il y a un code éthique à respecter au sein de la classe politique. Il y a raison pour laquelle les partis politiques, je dis bien les, je n'ai pas dit un, les partis politiques doivent instaurer un civisme auprès de leurs militants et auprès de leurs cadres. Parce que tout ce que nous faisons, la population nous observe. Et on dit toujours que l'exemple vient d'en haut. Okay. Et ceux qui sont en haut, c'est ceux qui dirigent. Mais si nous n'avons pas de morale dans la politique, mais madame, là nous sommes dans une république kafkaïenne, comme on dit, une république bananière, tout peut se faire de n'importe comment, il y aura du désordre. Non, 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 non. Il y a un code éthique et déontologique dans la politique qui fait que tous nous devons nous inscrire. D'ailleurs, madame, c'est vous la presse qui nous donnez l'occasion de suivre lorsque les partis politiques vont signer un code d'éthique. Alors, si cela s'est fait, si c'est vous-même qui mettez cela à la disposition de la population, puisque vous êtes les conseillers, vouloir ou pas de la population, vous nous apportez une information sans que, surtout pour nous les acteurs politiques, on ne paye pas vos conseils, puisque c'est vous qui remarquez, c'est vous qui dénoncez. Donc, nous devons reconnaître cela en vous, parce que lorsque vous dénoncez quelque chose, c'est qu'explique quelque part, il y a un mal, nous, on doit réajuster, on doit arranger. Donc, il existe des morales dans la politique. Je suis professeur de sciences politiques, je ne peux jamais m'hasarder. Lorsque je donne mon cours, madame, je vous ai dit, j'ai un cours que je donne à l'université de Kinshasa, en première licence, au département des sciences politiques et administratives, méthode de la science et comportement politique, où j'apprends aux futurs dirigeants comment se comporter demain. Parce qu'un comportement d'un homme politique, un comportement d'un leader d'opinion est suivi de près.
un mot qu'il prononce peut avoir des conséquences incommensurables. D'accord. Voilà, madame. Ok. Alors, on est à la fin. On peut avoir un mot sur les 50 ans de Palou. Ah, mais écoutez, les Palous... Ils seront célébrés très prochainement. Et je peux vous dire, madame, que nous attendons avec impatience les invitations des 50 ans du Palou, surtout que le patriarche dont j'ai eu le privilège de siéger dans son gouvernement, dans son premier gouvernement comme ministre de l'Information, lorsque le Palou a fêté ses 50 ans, c'est une fête pour toute la République, puisque nous avons parlé tout à l'heure de M. Gizenga, de M. Tshisekedi, nous devons aussi parler de M. Gizenga. Ce sont des piliers, ce sont des monuments de la vie politique. M. Gizenga, depuis la période de l'avant-indépendance et de l'après-indépendance. Donc, si le parti frère, le Palou, fête ses 50 ans, nous allons l'accompagner. Et chaque fois qu'il y a une manifestation, on peut perdre, le Palou est présent, que ce soit dans les circonstances heureuses ou malheureuses. J'insiste bien, madame. Les circonstances heureuses ou malheureuses. 50 ans du Palou, c'est une circonstance heureuse, et le PPRD sera là. Ça, je vous assure, je peux m'hasarder là. Je n'ai pas demandé l'autorisation de mon secrétaire général, mais je peux m'assurer, je vous dis que le PPRD sera présent. Et moi, en tant que secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande, je vais recevoir les instructions de mon parti pour que nous puissions participer activement aux 50 ans de ce parti frère. On peut dire comme ça que le Palou vous inspire. Mais écoutez, nous sommes des partis frères, nous sommes des partis alliés. Oui, à cause des alliances que vous avez faites. Mais aujourd'hui, les Palous s'est inscrit dans les droits chemins de la vision. En dehors de cette alliance, oui. Le Palou vous inspire-t-il? Mais écoutez, madame, tous les partis s'inspirent, même les partis de l'opposition inspirent la majorité, les partis de la majorité inspirent l'opposition. Madame, de temps en temps, ne suivez pas trop les spectacles que les hommes politiques font sur le plateau de télévision, mais il arrive des fois, ces gens se concertent pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il ne faut pas le faire. Tous les partis s'inspirent. Raison pour laquelle, madame, vous verrez que dans ce qui est stratégie de la défense sur le plan militaire, il y a ce qu'on appelle les espions. De la même manière, dans les partis politiques, il y a aussi ceux qui lorgnent chez les autres, voir comment ça s'est fait pour qu'ils puissent améliorer chez eux. Donc, tous les partis politiques, tous les individus. Aujourd'hui, nous avons madame Wawina qui nous reçoit, vous. Vous devez savoir qu'il y a aussi vos jeunes consoeurs qui vous observent de telle sorte à ce qu'elles puissent prendre aussi votre méthode, votre technique d'interroger vos invités. Je suis professeur, je peux vous dire, je m'inspire aussi d'autres professeurs et je suis sûr qu'il y a aussi d'autres professeurs qui s'inspirent de moi. Mes étudiants s'inspirent de moi, moi aussi je regarde comment ça se passe ailleurs. Donc chacun de nous a un rôle fondamental à jouer et il inspire les uns comme les autres. Donc les partis politiques s'inspirent aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de Palou et plus précisément de Gizenga lui-même en tant qu'homme politique? Mais écoutez, Gizenga en tant qu'homme politique, 50 ans après. Oui, Gizenga en tant qu'homme politique 50 ans après, c'est rare pour les pays africains où nous connaissons l'instabilité des partis politiques qui ne dure pas longtemps. Mais il est resté constant. Moi, j'ai eu la chance, je peux vous dire, madame, lorsque je parlais avec mon premier ministre, il arrivait des fois, il prenait sa guitare. J'ai découvert cela en lui, un talent. C'était un bon guitariste. Il arrivait des fois où il jouait sa guitare et me racontait comment est-ce qu'il a pu quitter Kinshasa, Léopoldville à l'époque pour aller à Stanleyville et comment il a quitté Stanleyville pour se retrouver à Berlin. Pour se retrouver à Berlin. Donc, c'est un monument. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que les hommes politiques de cet acabit-là, tant qu'ils sont encore vivants, doivent rédiger leurs mémoires qui serviront à la postérité. Ah oui, à la postérité. Vous avez parlé de M. Tshisekedi tout à l'heure. Je crois qu'il doit écrire. M. Gizenga doit écrire. M. Joseph Kabila doit écrire. Donc, tous les responsables doivent écrire parce qu'ils appartiennent au patrimoine national. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas exclure ces gens-là du patrimoine national. Gizenga a inspiré des générations et des générations. Je peux même vous dire qu'il y a ceux qui l'ont élevé en mythe. Il y a ceux qui ont élevé le patriarche Gizenga en mythe, et lorsqu'il apparaît, c'est toujours de l'euphorie. Donc, 50 ans après, il a tenu bon. Je crois que c'est un modèle, c'est un exemple à suivre, surtout pour les jeunes partis politiques qui émergent, parce que j'aurais appris. J'ai mis au conditionnel qu'au ministère de l'Intérieur, les partis ne font que s'enregistrer. Alors, démocratie oblige, je ne sais pas, nous aurons combien de partis, puisqu'on aurait déjà dépassé les caps de 467 partis politiques enregistrés. Donc, c'est grave pour un État. Donc, voilà la raison pour laquelle... Comment jugez-vous cela? Ce sont les assoiffés du pouvoir?
Mais écoutez, madame, Ce sont des indisciplinés dans d'autres partis. Nous avons ouvert la démocratie, nous devons subir les conséquences de la démocratie. Ce sont aussi les dérives de la démocratie. Excusez-moi, j'ai le toupet de le dire. Ce sont aussi les dérives de la démocratie. Okay. La démocratie n'est pas synonyme de floraison des partis politiques. Non. Il peut y avoir floraison d'opinion, mais pas des partis politiques. Puisque imaginez un seul instant, tous les 467 partis ont un siège et ils revendiquent un poste gouvernemental. Vous voyez ce que cela peut faire? D'accord. Vous voyez ce que cela peut faire? Okay. Donc, il nous faut nous y discipliner. C'est vous qui m'avez posé tout à l'heure la question sur la morale en politique, n'est-ce pas? Nous devons moraliser aussi la vie politique. Okay. Voilà pourquoi j'insiste sur le civisme au sein des partis politiques. Ok. Monsieur Tshilombo Toussaint, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Madame Mawina, c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité et surtout de remercier Biwan et de remercier aussi tous les spectateurs qui ont suivi notre émission. Je crois qu'ils vont se prononcer pour un point ou pour un autre. D'accord, très bien. Je venais de recevoir pour vous le professeur Tshilombo Toussaint, qui est professeur de l'UNIKIL, mais il dispense également cours à l'UPC, à l'ISC, à l'ISAM, mais également à l'EFOJ. Il est au cadre du PPRD. Il est également aussi ministre honoraire de l'information, mais aussi et surtout PCA, président du conseil d'administration de CEP Congo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, mais vous pouvez entre-temps suivre cette émission demain 7h30, mais également le jeudi à 23h. Très bonne suite de forum sur B1. Vous êtes encerclé par une bande de méchants. Que faire? Réponse A. Vous chantez une berceuse pour les calmer.